On ne devrait pas se plaindre. Nous devons constater qu'il y a eu la violation du cessez-le-feu, mais qu'est-ce qui nous empêche nous autres de ne pas violer aussi ce cessez-le-feu? Donc, le gouverneur a fait comme il devrait faire comme administratif. Ça revient maintenant aux autorités militaires, mais aussi à son hiérarchie, de prendre les responsabilités à main. La progression du 1-23 a suscité l'intérêt du gouvernement provincial. Les conseils de sécurité a dénoncé la violation du cessez-le-feu. Nous allons en parler aujourd'hui. L'A23 continue à progresser. Aujourd'hui, l'actualité est dans les territoires de Walikale. Pourquoi aujourd'hui passer à un niveau de dénonciation? Quelle est l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo? Nous faisons les points dans cette émission Décryptage avec Espoir Aspirine qui est notre invité. Bonjour Espoir et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. L'actualité, on va commenter d'abord les questions d'actualité. C'est cette sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères rwandais et qui a affirmé quand même ne pas reconnaître directement la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais, mais le Rwanda est en train de réagir à une menace. Quel commentaire vous placez? Pour nous, nous pensons il a balbutié comme les Rwandais ont toujours balbutié, mais aussi pour nous, c'est l'occasion pour la RDC de bien comprendre qu'on est en face de quel genre d'adversaires, mais également on est en face de quelles personnes dans lesquelles ils sont dans les pourparlers, puisqu'il est revenu pour ça. Et effectivement, que le Congo n'a jamais nié également les pourparlers avec les Rwandais, bien sûr. Mais quelque chose qui est étonnant, c'est par le fait que lorsque la dame journaliste a posé la question à ce troubadour rwandais, ministre de son État, si la présence des militaires rwandais au Congo, pour nous, il a essayé de nier la présence, mais il a reconnu la présence des mesures de défense. Et nous le savons, les Rwandais n'a pas... Ça veut dire quoi? Quelle compréhension il faut avoir de ces mesures de défense? Lorsqu'il a d'abord reconnu qu'il y a des mesures de défense qu'ils ont mis en place, ces mesures de défense sont les militaires qu'ils ont déjà envoyés au Congo. Rien autre que ça, monsieur le journaliste. Mais pour nous qui vivons à Goma, c'est pas de nouveau. Puisque vous vous rappellerez avec moi, le général James Kabarebe avait dit qu'ils suivront ceux-là qui veulent la guerre chez eux, là où il y a de la place. Et là où il y a de la place, c'est au Congo. Vous avez vu comment est-ce que les experts des Nations Unies, ils ont énuméré le nombre de militaires qui sont au Congo, des militaires rwandais qui sont au Congo. Il y a des matériels arrêtés, il y a des cartes récupérées sur les corps des jeunes rwandais qui meurent au Congo. Il y a certains capturés militaires des 123 RDF, messieurs les journalistes. Donc pour nous, ce qu'il a dit qu'il y a des mesures, oui, pour eux ce sont des mesures, mais pour nous c'est une agression, puisque nous ne voyons pas une menace. Lorsqu'il a essayé de justifier la présence de leurs dites mesures de défense au Congo, il a parlé d'une menace des FDLR en allant même plus loin pour dire qu'il y a des FDLR qui seraient dans l'armée rwandaise. Mais aussi, c'est confirmé ce que vous avez suivi. C'est pas plus tard que je pense c'est l'année passée, où une Miss rwandaise avait dit que les militaires congolais sont des interarmes. Vous l'avez suivi. Vous l'avez tous, on l'avait suivi. Et leur ministre d'État, il est revenu pour ça. Et cela prouve combien de fois il y a l'idéologie plantée dans la mémoire de la population rwandaise que tout Congolais est FDLR aujourd'hui. Et lorsque leur ministre les confirme, pour nous, nous devons aussi que nous préparer. Donc la vraie menace n'est pas chez nous, mais la vraie menace, c'est au Rwanda. Et les soi-disant FDLR qu'il prétend exister au Congo, mais ces FDLR n'ont jamais attaqué le Rwanda. Quoi qu'il a dit que les FDLR, ils auraient attaqué au Rwanda, mais nous n'avons jamais entendu. Là où le gouvernement rwandais a dit que non, les FDLR en provenant au Congo, ils ont attaqué le Rwanda. Moi, je crois que c'est une opportunité pour la communauté internationale de bien comprendre la démagogie de M. Kagame, de bien comprendre quelles sont les velléités rwandaises. En réaction à ces velléités, nous sommes en train d'entreprendre déjà des démarches pour avoir un jour le ministre de la Communication dans l'émission Décryptage pour revenir sur toutes ces questions. Mais une mise au point, aujourd'hui, il faut préciser que Pinga n'est pas sous contrôle du 1-23. Les FARDC contrôlent Pinga jusqu'à ces moments. Mais Espoir, l'1-23, l'armée rwandaise
progresse. Encore quelle réaction avant de revenir sur cette sortie médiatique du Conseil provincial de sécurité? Quelle réaction vous faites par rapport à cette progression? Pour nous, ça nous fait tellement mal. Ça nous fait tellement mal par le fait que nos autorités ne semblent pas aussi bien comprendre quels sont les plans de l'armée rwandaise. Exactement, qu'il y a des pourparlers entre l'armée congolaise, je vais dire entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais à travers les deux chefs de l'État, à travers les processus de Luanda, mais nous semblons donner confiance au dire de Kagame. Nous avions oublié que Kagame a fait vivre les citoyens congolais, puisque au-delà de ce cessez-le-feu décrété par les États-Unis, accepté par les deux parties en conflit, mais nous devons comprendre que Kagame se métamorphose, c'est comme l'amibe, il se métamorphose à tout moment, et nous, on ne devrait pas se contenter de ce cessez-le-feu. Normalement, ça devrait être l'opportunité pour nous de nous réorganiser si nous sommes désorganisés. Ça devrait être aussi l'opportunité pour nous de redéployer nos militaires. Attendez, quelqu'un qui était... ils n'étaient pas encore dans les Walikale, mais aujourd'hui ils sont à la porte des Walikale. Je vais dire à la porte puisqu'ils n'ont pas... Je vais dire, j'ai dit à la porte puisque Kalembe n'est pas assez loin de Pinga, monsieur le journaliste. C'est tellement important, mais c'est pas tout proche de Pinga comme certains Katouva l'auraient dit. Mais aussitôt saisi de la question, les conseils provinciaux de sécurité s'est réunis à Goma et un communiqué du gouverneur est sorti dénonçant les cessez-le-feu. Un mot de communication qui vous arrange? Comme vous le savez, moi je veux dire que la communication du gouverneur était une communication ratée, ça j'assume. C'était une communication ratée par le fait qu'on ne devrait pas se plaindre. Non, on ne devrait pas se plaindre. Nous devons constater qu'il y a eu la violation du cessez-le-feu, mais qu'est-ce qui nous empêche nous autres de ne pas violer aussi ce cessez-le-feu? Donc, le gouverneur a fait comme il devrait faire comme administratif. Ça revient maintenant aux autorités militaires, mais aussi à son hiérarchie, de prendre les responsabilités à main. Comme vous le savez, le gouverneur a été démis de ses fonctions comme commandant des opérations. Ça revient maintenant au commandant des opérations de proposer une ligne à suivre. Et je pense que le gouverneur a fait ce qu'il devrait faire. Mais pour nous les citoyens, nous considérons que ce n'est pas de cette manière qu'il devrait communiquer. Nous avions jugé mieux qu'il devrait soit se taire une fois pour toutes et prendre des mesures que de décevoir une fois encore la population, de dire que vous attendez que l'hiérarchie vous donne vous donne des orientations à suivre ou bien l'ego. Bon, exactement, ils doivent attendre l'hiérarchie, mais nous ne serons pas que ça pour attendre l'hiérarchie. Nous autres, nous voulons les voir agir. Donc, ça devrait être un communiqué interne qui ne devrait pas concerner la population parce que ça nous révolte davantage. Mais est-ce mauvais de faire une mise au point? C'est pas mauvais de faire puisque il y avait déjà des murmures autour de ça, que Pinga serait déjà parti. Vous avez vu quelques simplétifs du 23 sur les réseaux sociaux, les petits Sugira, les Maïs et les autres communiquer autour de ça. Vous avez vu un troubadour du nom de Mugenzi Félix communiquer autour de ça, qu'ils auraient déjà pris Pinga hors ses faux, voyez-vous. Moi, je crois que le gouverneur avait raison pour à essayer de redonner confiance à la population, mais nous, on ne veut pas s'arrêter au communiqué. Nous voulons voir le gouvernement passer aux actions concrètes. Vous savez, lorsque la guerre perdure, ça donne un plus à l'ennemi. L'ennemi cherche à se légitimer. Et attendez, avec la vie que mènent aujourd'hui les citoyens congolais, que ce soit ceux-là qui sont dans les zones occupées par les Rwandais, dans les zones occupées par les gouvernements, la vie ne coule pas au miel, monsieur le journaliste. Donc, je crois qu'on devrait tout faire pour mettre l'ennemi à l'extérieur. C'est à l'avantage de la population congolaise, afin de permettre à nos compatriotes de rentrer dans leur propre village, mais aussi, ça va plus mieux au gouvernement, monsieur le journaliste. À une guerre où s'engagent les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo, toutes les forces assez mobilisées, mais l'équilibre n'est pas toujours maintenu. Vous pensez où se situent les problèmes exactement? En fait, le problème est multisectoriel. Le problème, c'est souvent là qui nous gouverne, notamment la politique congolaise. Le problème, c'est aussi nos autorités militaires. Le problème aussi, c'est la commercialisation de cette guerre. Mais qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Parce que le dialogue a commencé. Les militaires sont sur la ligne des fronts, bien qu'ils n'arrivent pas à maintenir les positions.
Vous reprochez quoi? En fait, le gouvernement, vous devez d'abord comprendre que tout gouvernement a le devoir de protéger ses citoyens. Nous les reprochons de ne pas nous protéger. La Constitution les rappelle. Exactement. Nous les reprochons de ne pas nous protéger. Et nous devons aussi comprendre, cette guerre n'est pas une guerre classique. Nous sommes dans les guerriers, monsieur le journaliste. Deuxième des choses qu'il faut comprendre, cette guerre n'est pas une guerre d'aujourd'hui. Les Rwandais, ils ont eu l'opportunité de se réorganiser pour nous attaquer. Tant que nous étions dans des guerres, FCC cash, je ne sais pas quoi et quoi. Voyez-vous. Et ils nous ont profité et ils ont étudié notre point faible. Moi, je mets en cause quand même les experts militaires de la RDC, ceux-là qui ne parviennent pas, puisqu'en regardant tout ce que nous avons comme généraux, nous ne parvenons pas à mettre en déroute ces petits voyous, voyez-vous. Mais aussi, nous battons pas seulement contre les 1-23, nous sommes en guerre contre presque toute la région des Grands Lacs. Imaginez, nous sommes en guerre contre les militaires ougandais, contre les militaires sud-soudanais, nous sommes en guerre contre les militaires rwandais, nous sommes en guerre contre quelques petits recrues citoyens congolais, voyez-vous. Donc, c'est une guerre qui semble être régionale contre la RDC, et vous souviendrez avec moi que tous les pays presque membres de l'EAC, ils seraient du côté de ceux-là qui nous agressent, voyez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne donne pas raison de croiser les bras. Donc, nous avons le devoir, nous reprochons à Kinshasa de ne pas réagir au moment qu'il faut réagir, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pensez que la réaction, c'est la dernière question dans cette émission, la réaction viendra? Vous le pensez vraiment? Moi, je crois que la réaction, c'est impératif, puisque si on réagit pas, la population va réagir de sa part. À quand cette réaction? Nous l'avions toujours dit, on laisse l'État au temps, monsieur le journaliste. Nous avions souffert pendant plus de 30 ans. Nous venons de faire des ans de résistance face à l'agression rwandaise. Au-delà, même si que les politiciens ne voient pas ça, mais quand même, certains politiciens ont pris conscience et certains politiciens ont compris. Donc, la population risque de voir cette guerre d'une autre manière, chose que nous évitons que ça ne puisse pas arriver. Puisque nous, on s'est dit qu'il est de notre devoir, comme tout citoyen congolais, de défendre l'intégrité territoriale. Et c'est ainsi que j'appelle, que ce soit les chefs de l'État, que ce soit les fils du chef de l'État, que ce soit les ministres et leurs enfants, que ce soit les militaires, que ce soit les civils, tous nous avons le devoir de défendre l'intégrité territoriale. Moi, je l'ai toujours dit, monsieur le journaliste, c'est pas notre génération qui sortira une génération traître. Et nous avons le devoir de consolider l'intégrité nationale comme l'avait fait Lumumba. Sauf que je ne peux dire aux autorités, ceux-là qui dorment, ceux-là qui sont à Kinshasa, ils doivent comprendre, excusez pour le terme quand je dis ceux-là qui dorment, puisque tous ne dorment pas, sauf dans l'Assemblée qu'il y a des somnolaires, excusez pour le terme. La province Nord Kivu, une province qui compte 5 territoires, nous ne restons aujourd'hui qu'une partie de la ville de Goma. Je vais dire d'une partie puisqu'il y a des côtés où il y a des infiltrations du jour au jour. Nous ne restons qu'une partie de Walikale puisqu'ils sont déjà dans une petite particule de Walikale. Beni, on ne peut pas dire que Beni, il y a encore la vie dans le sens où il y a les terroristes ougandais qui massacrent nos compatriotes. Rutshuru, il faut préciser les ADF. Exactement, ce sont des Ougandais. Il y a une opération UPDF et FARDC qui évolue en bon train et des coopérations sont en train d'être faites. C'est pas les sujets. Il faut qu'on précise certaines choses. C'est pas les sujets de l'émission Espoir. On va citer avec vous un message. En fait, moi, mon message, c'est de dire à Kinshasa de bien vouloir comprendre l'urgence. Il y a nécessité de déloger les terroristes rwandais M23 RDF. Et ils doivent comprendre que Walikale, c'est une porte qui leur permet d'atteindre plus de 4 autres provinces. Et il faut aussi bien comprendre, la valeur qu'avaient ces Rwandais lorsqu'ils étaient à Tchanzu, c'est pas la valeur qu'ils ont lorsqu'ils étaient à Bunagana, c'est pas la valeur qu'ils ont aujourd'hui lorsqu'ils venaient d'atteindre un autre territoire, l'unique territoire qui restait sous contrôle du gouvernement congolais. Et ils doivent comprendre qu'à Walikale, c'est tellement dangereux de laisser ces gens s'amuser là-bas, comme ils se sont amusés à Rutshuru, comme ils se sont amusés à Masisi. Aujourd'hui, ces petits Rwandais, ils contrôlent aujourd'hui, parmi les mines, les plis amadoués au monde, le mine de Rubaya, c'est aujourd'hui sous leur contrôle. Et il y a le pyrochlore qu'ils contrôlent à Kishishi. Attention, ça c'est pas rien, monsieur le journaliste, voyez-vous. Donc moi je pense qu'il y a l'urgence de tout faire, de ne pas laisser ces gens aller à Walikale. Pour nous, l'urgence c'est de voir que
tout notre territoire est récupéré, que l'intégrité soit encore récupérée. Au lieu de nous mener dans des questions de changement de la Constitution, menez-vous d'abord dans des questions de vouloir récupérer notre parti qui est déjà sous occupation de l'armée rwandaise. Fin de cette émission décryptage. Je rappelle ici, plus de 500 ménages se sont encore déplacés dans cette partie du territoire de la province du Nord Kivu. Plus de 500 ménages, ça n'est de trop. La guerre continue, des populations continuent à souffrir. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.